Ça a aidé un peu plus, moi. Qu'est-ce que vous êtes bien? Bienvenue à vous dans votre émission hebdomadaire, votre émission déconstruction, chercher de nouvelles alternatives. Bienvenue à vous dans votre émission Tchoupoutet. Et Tchoupoutet ce soir, il y a je dirais une saveur particulière parce que moi je suis content qu'il y ait l'équipe au complet. Ça a aidé à l'équipe. On est là, Pas gourmet, pas gourmet. Ça va. On est Alors, là, posé. Ça va Louis? Oui. Tranquillement? Ah, tranquille. Audrey? Bien, merci. Ça va? Oui. Ben, tant mieux alors. Et qui dit Tchoupoutet dit également un invité de qualité que nous allons présenter dans un petit instant. Et ce soir, nous allons parler de la violence chez les jeunes. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Ben, commençons. Hein. Bonsoir mon invité, notre invité. Merci mes hôtes. Si tu peux te présenter s'il te plaît. Non, moi je suis Hugues Rosine, je suis un Martiniquais parmi tant d'autres. Et accessoirement, je suis aussi éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. Et aussi ton cousin. Voilà. Tout à fait. Et Rosine pour Rosine. Exactement. Donc ce soir, nous allons parler de violence chez les jeunes. Ben, on a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. 5e homicide en Martinique, pas que chez les jeunes, mais une violence qui est quand même importante, exacerbée. Donc ce soir, nous allons parler de ça. Et pourquoi nous allons parler de ça, Ulrich? Alors, il faut quand même que tu précises que c'est 5e homicide en 2025. Hein. Ouais. Mais il faut bien voir qu'on est sur entre 20 et 30 homicides depuis quelques années. Hein. Ça fait maintenant... quand ça avait commencé à exploser, qu'on en parlait, c'était vers 2008-2009. Il y a eu aussi un grand reportage en Guadeloupe qui avait mis la lumière justement sur la criminalité en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Et en fait, ça fait du coup une bonne vingtaine d'années qu'on est dans les hauts scores de la criminalité et qu'effectivement, comme tu l'as dit, ça touche particulièrement les jeunes. Donc sur les 5 homicides qu'il y a eu depuis le début de l'année, je crois qu'il n'y en a qu'un qui a plus de 30 ans, qui a plus de 35 ans plutôt. Sinon, effectivement, ce sont des violences et qui se font majoritairement en plus des jeunes vers les jeunes. Donc ça pose la question effectivement de qu'est-ce qui peut en être la cause et pourquoi on est à ce niveau de violence-là, sachant que on considère souvent, en tout cas dans certains échanges, que ce soit avec des sociologues, que ce soit avec la population, qu'on ressent effectivement qu'il y a une certaine violence qui est assez ciblée, c'est-à-dire qu'on se sent pas forcément en insécurité partout en Martinique, mais il y a des endroits effectivement où on sent que c'est tendu et que ça peut éclater à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, sur les homicides, ça vient souvent dans ce qu'on appelle les quartiers populaires. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à poser et à déterminer en tout cas les causes. Comme on l'avait vu dans une émission, c'est jamais une seule cause, c'est souvent multifactoriel. Donc on va essayer de balayer justement tous les prismes qui pourraient nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe. On peut rappeler également 5 homicides et 5 hommes. Oui, voilà, bah oui. C'est important également de le savoir, à savoir que souvent les morts, c'est souvent des hommes. Hein. Oui, et c'est aussi du coup des hommes qui tuent d'autres hommes. Des hommes qui tuent d'autres hommes, voilà. Un petit mot par rapport à son introduction? Non, Tout a été dit, c'est clair. Oui. Donc voilà, on peut commencer. Hugues? Non, il y a pas de... D'accord, ok. On peut commencer. Messieurs, dames, comment la violence chez les jeunes Martiniquais a-t-elle évolué ces dernières années? Comme tu disais, effectivement, depuis 2008, il y a un contexte assez violent en Martinique. Mais comment vous le sentez? Comment vous sentez cette évolution? Alors effectivement, il y a eu une évolution, comme le disait Ulrich, en 2008. Mais paradoxalement, de mon point de vue en tant qu'éducateur, moi je trouve que justement depuis 1 ou 2 années, c'est plutôt les cas qu'on a, c'est moins des histoires de violence, ce sont moins des agressions violentes. J'ai moins affaire à des enfants, à des jeunes, du moins des adolescents extrêmement violents, depuis 2 ou 3 ans, effectivement. Non, on va dire depuis 1 ou 2 ans. Donc effectivement, il y a eu de 2008 jusqu'à, on va dire, 2020, il y a eu une nette augmentation des différents crimes, des différents délits où la violence était à fort caractère, mais depuis 2 ans, moi je trouve que ça diminue. Mais ça, c'est de mon point de vue professionnel. Hein. Quand tu dis, est-ce qu'il y a plusieurs formes de violence également? Alors là, si tu rentres là-dedans... Parce qu'on peut parler d'homicide, mais par exemple un vol... Un vol avec violence. Voilà, un vol avec violence. Voilà. Mais après, justement, c'est comment est-ce qu'on définit la violence? Et est-ce que si on rentre dans définir la violence, l'émission ne sera pas la même, Jonathan? Tout à fait. Hein? Donc oui, bon, ce qui est vraiment de ce qu'on va appeler de la violence physique, avec des homicides, avec des armes, avec des attaques, avec des agressions, j'ai de moins en moins affaire à ce profil-là.
Voilà. C'est plus vers. Bah, là, ce serait une autre émission. Je vais pas Non, mais dis-le quand même. Non, il y a des choses qui sont plus de l'ordre familial, intrafamilial, voilà. Ok. Même si ce sont des violences aussi, mais ça reste plutôt dans la famille. J'ai moins d'agressions, moins de vols avec agression, moins de bagarres, moins de choses de cet ordre-là. Donc le type de violence desquelles je pense qu'on va parler ce soir. Oui. Non, par rapport à ce qu'il dit, c'est un retour quand même qui est assez intéressant, même si ça reste dans un contexte professionnel et personnel, donc pas forcément général, mais ça peut permettre de constater qu'on a comment dire, une vision différente en fonction de là où on se trouve, ou là où on évolue, en tout cas dans la société peut-être. Et du coup, par rapport à ce que tu as dit, ce serait peut-être ça reste de la violence, mais c'est un autre type de violence. Donc peut-être qu'il y a toujours effectivement cette notion de violence dans la société martiniquaise, mais que les types de violence se différencient selon les années peut-être. Et du coup, peut-être comme tu dis, ce sera aussi plus... qu'une violence en remplace une autre. Voilà, c'est la ça. violence du caddie a peut-être fait diminuer. La violence qu'on subit au niveau du caddie a peut-être fait diminuer. Peut-être. Je sais pas, peut-être qu'on va réfléchir, C'est ça. demander à des chercheurs de voir est-ce que ça n'a pas une incidence l'un sur l'autre. Il y a peut-être des choses en fait dans la société, effectivement, des faits de société qui transforment peut-être certaines violences en d'autres types de violences. Bon, après, ça reste toujours de la violence, c'est chez les jeunes et ça reste quand même un sujet à traiter. Oui. Alors, à titre personnel, je vais parler de mon expérience par rapport à les violences et mes ressentis. C'est d'abord le fait que plus jeune, la violence ne se manifestait pas forcément par des armes à feu. Donc, c'était beaucoup... alors, je voyais les plus grands les régler avec donc les mains ou les coutelas ou ceinture. Nous, au collège, à cette période-là, c'était effectivement beaucoup la ceinture, des points américains qui commençaient à arriver. Enfin, voilà, c'était beaucoup les points où des couteaux, tournevis, des choses comme ça, canifs, cran d'arrêt. Et puis, effectivement, il y a eu un moment où les armes ont commencé à rentrer massivement au pays et à être utilisées. Parce qu'elles peuvent très bien rentrer et ne pas être utilisées, mais à être utilisées. Ce qui fait qu'on est passé à un moment donné, justement, où ça a explosé et les homicides ont explosé. Ensuite, ça a stagné, en fait, mais c'est resté au niveau de violence. Il y avait aussi, je crois que c'est entre 2015 et 2020, où il y avait beaucoup de, comme tu disais, de braquage. Mais là du coup de vol mais avec violence qui était réalisé, donc il y avait vraiment un sentiment d'insécurité qui était assez palpable et je te rejoins effectivement qu'on ne retrouve plus. Par contre il y a des périodes où ça rejaillit, je me souviens encore il y a 2 ou 3 ans du moment où il y a eu une série de meurtres qui se sont enchaînés, où même il y avait une sorte de psychose qui avait commencé à se développer, où on hésitait en tout cas à sortir la nuit parce que effectivement entre 23h et 5h du matin, il y avait toujours un homicide. Chaque week-end, en fait, on se réveillait avec ce week-end meurtre par balle, etc. C'était souvent la même équipe, ou ça a été 2-3 équipes à la finale. C'est ce qu'on dit. Mais c'est vrai que ça crée un sentiment... un gros sentiment de sécurité. Et que, voilà, il y a des périodes comme ça où ça va s'accroître. Mais là, effectivement, ce que je constate, c'est vraiment le fait qu'il y a des armes à feu. Et que, du coup, les médiations qui pouvaient y avoir avant n'existent plus. Médiation par les mains, en tout cas, je parle, n'existe plus, de moins en moins en tout cas, et qu'on passe vraiment direct à une violence létale. Rappelez-vous également une certaine période aux abricots, où il y avait également une série de viols également qui s'effectuaient durant, à 2-3 reprises, je crois. Donc, effectivement, en termes de violence, ça a été souvent par vague. On dit souvent à l'approche du carnaval aussi. Ça. Voilà, à l'approche de Noël également, même en termes de braquage, en termes de vol. Donc il y a des périodes qui sont malheureusement propices davantage à cette violence. Je pense aussi, ça mériterait peut-être une analyse, mais la musique. Pourtant, je suis issu, moi c'est le hip-hop, voilà, ma culture est assez hip-hop. Et je différencie ma culture hip-hop du rap. Parce que le rap actuel, il n'y a plus trop de hip-hop dedans. Nous, on a grandi avec des valeurs, les valeurs du hip-hop. Donc, il y avait cette violence qui est inhérente parce que la société est violente. Donc, parfois, faut répondre par la violence à certaines choses violentes. Je vous renverrai vers Fanon, voilà, ça, pour ceux qui veulent en savoir plus. Mais donc, ce qui était propagé comme message,
C'était des messages, voilà, défends-toi, défends les tiens, des choses comme ça. Donc il y avait déjà cette violence, peut-être l'époque des bandes, peut-être, voilà, comme disait Ulrich, il y avait du coup de poing, du poing américain quelquefois. Moi, je suis encore un peu plus âgé que vous, donc voilà, il n'y avait même pas trop tout ça. J'ai vu progressivement, et en même temps, j'ai vu la musique changer, où le rap se vidait de ses valeurs du hip-hop, où le rap n'avait plus rien à voir avec le hip-hop, donc avec une culture, où c'était juste une musique, et donc le propos a changé aussi. Combien de fois on entend, il y avait les bagarres à coups de poing. Maintenant, on va te dire, bah ouais, de toute façon, les muscles ne s'arrêtent pas les balles. Donc même un petit gringalet, il suffit qu'il est armé, et ben il devient plus fort qu'un grand costaud, et ça a changé tout un truc. Donc ça fait que beaucoup de gens commençaient à s'armer. Voilà. Et aussi, ce qui se passait aussi, il y a eu ça lors aussi. d'une bagarre, tu parlais de bagarre, ça s'arrêtait à la bagarre. Voilà. Et ensuite, après ça, c'était terminé. On revenait plus dessus. Et ensuite, après là, ça. maintenant, il y a d'autres enjeux. Plus, on en parlait en off tous les deux aussi, le goût du luxe. Ça, on va en parler aussi, parce que sinon, là, tu es déjà parlé, tu es déjà arrivé à la 4e question. Donc, vous voulez rajouter quelque chose dessus? C'est bon? Quelles sont les principales causes sociales de cette escalade de la violence? Famille, école, quartier, conditions de vie. On a un petit peu dit, mais on peut... Il parlait tout à l'heure de la musique, par exemple. C'était une petite transition. Peut-être que les paroles sont l'une des causes, puisque forcément, quand il y a des choses qui sont dites et écoutées, ça a une certaine influence sur, je dis les jeunes, mais sur nous tous, en fait. Quand on écoute même du zouk et puis qu'on est triste, on ne va pas sourire. On va plutôt aller dans un sentiment, en fait, plus négatif qu'autre chose. Donc, il faut être quand même conscient qu'effectivement, les paroles agissent sur notre psyché, en fait, notre psychologie. Et peut-être aussi le contexte familial. Comme tu disais aussi tout à l'heure, ça joue énormément. Le nombre peut-être de pères absents, de mères absentes aussi, parce que je me rends compte, je me suis rendu compte en tout cas dans mon entourage qu'il y a de plus en plus de pères élevant leurs enfants. Dans mon entourage à moi, je connais au moins 5. Je trouve que c'est quand même énorme. Et du coup, je me dis que peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Alors, je ne dis pas que c'est tous les parents, tous les foyers monoparentaux qui sont en cause. Hein. Maintenant, il y a peut-être aussi les valeurs familiales qui ont disparu. Et du coup, bon, c'est peut-être aussi une cause. L'école, par rapport, je dirais, à l'influence. Peut-être. Toujours la musique aussi, mais pas que. Non, l'influence des jeunes entre eux. Ah, des jeunes entre eux, oui. ok, d'accord. Là, c'est l'influence des jeunes, c'est-à-dire j'ai mon copain qui fait ça. Pour pouvoir montrer, ouais. Alors, soit se montrer, soit être accepté dans le groupe. Voilà, ça peut être pour plusieurs raisons. Et puis après, bon, pareil pour... je sais pas, l'environnement dans lequel on évolue, c'est pareil, hein, c'est l'association de la famille et de la société qu'il y a autour. Donc voilà, donc moi je pense que comme disait Ulrich au départ, il y a plusieurs facteurs qui font que il y a une escalade de cette violence. Alors escalade, je sais pas si on dirait escalade, mais en tout cas maintien de cette violence dans la société. Oui, alors comme on a dit, il y a plusieurs facteurs. Pour moi, par contre, contrairement aux autres, par rapport à ce qu'ils ont dit, la musique n'est pas un marqueur. C'est quelque chose qui... Pour moi, la musique, c'est une caisse de résonance de ce qui se passe dans la société. Donc, étant donné que la société évolue dans ce sens, la musique, en fait, retranscrit cela. Je ne pense pas qu'il y a réellement, en tout cas, il y a un impact, mais pas si fort que ça, du fait que la musique soit telle pour qu'il y ait des comportements qui soient adaptés par rapport à cela. Je pense que, par contre, il y a de la violence un peu partout. Donc on peut regarder des films, on va avoir on va en voir en fait de la violence. On va dans un magasin de jouets, on va avoir des fusils, des choses qui font ressembler à ça. Il y a des jeux vidéo où pareil en fait très très rapidement, l'idée c'est de tuer quelqu'un d'autre. Dans ces jeux vidéo là, il y a aussi une socialisation particulière où quand il y a un conflit, on attend notamment des hommes qui réagissent par la violence, qui réagissent par la colère et la violence, et que on va minimiser justement les comportements où un homme justement se montre violent, que ce soit en tout cas dans des conflits en tout cas entre pères en tout cas, mais aussi des hommes vers les femmes. Il y a plein de cas comme ça où on voit effectivement que c'est plutôt minimisé. Et il y a un aspect qu'il faut prendre en compte, c'est comme je l'ai dit, ça vient souvent dans les quartiers populaires. C'est pas anodin parce que c'est un endroit. Il y a une politique en tout cas d'urbanisation qui est particulière, qui a voulu concentrer
les personnes en situation de précarité dans des mêmes endroits. Donc en fait, dans les mêmes zones, on va retrouver des gens qui ont des conditions de vie qui sont précaires et qui vont... Et en plus, l'État se retire de plus en plus de ces endroits-là. Donc il y a de moins en moins de services associatifs qui sont prodigués. Mais en fait, ils se retrouvent avec, pour seule arme en tout cas, la violence, finalement. Donc ces zones de précarité-là sont justement sujettes, sont des espaces en tout cas qui sont bien précis et qui sont observés dans le monde entier, qui permettent justement de voir émerger ce type de violence létale, comme je l'ai dit. Et ça, c'est quelque chose dont on parle peu, finalement, Martinique, en tout cas. Et on se rend compte que c'est un modèle qui vient de France, qu'on a répliqué ici. Dillon, je rappelle que de base, c'est des cannes à sucre, c'est un champ de cannes, et qu'au fur et à mesure, justement, ils ont cassé tout ça, ils ont créé des lotissements où ils ont logé, effectivement, des personnes en précarité. On va prendre la même chose pour Volga, la même chose pour Trinel, etc. Tous ces quartiers-là, ce sont des politiques de regroupement de précarité qui font que, ben oui, le terreau est là pour qu'il y ait de la violence. Mais le terreau, moi, encore plus que ça, le terreau, c'est notre société. Elle est basée, elle a été faite par la violence. Voilà, on sait d'où on sort. Voilà, on sait le crime originel qui fait la société martiniquaise, c'est la violence. C'est la déportation, n'en plaise à certains, de millions d'Africains en Europe, le travail forcé, du moins l'esclavage, même pas le travail forcé, puisqu'ensuite on va parler de travail presque forcé lors des abolitions, et ensuite la sous-rémunération et des conditions de vie, et ce qu'on vit encore jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le 18-19 février 2025, c'est toujours cette même violence qu'on subit. Donc la violence, elle est vraiment... Elle est l'essence de notre société. Donc il ne faut pas s'étonner que notre société soit violente. On va dire peut-être qu'il y a une résurgence, on voit des choses, des crimes, mais les coups dans l'éducation, c'est violent. Dans la façon de s'adresser à nos enfants. Peut-être que nous, voilà, nous sommes en phase de déconstruction de tout ça. Mais on va dire deux générations avant nous, c'est d'extrême violence. Et ce n'est pas qualifié de violence. C'est juste la vie et la société à ce moment-là. Comme une sorte de c'est la normalité. C'est nous qui le ordinaire. voyons maintenant, parce que maintenant on est dans un truc où on voit des choses, c'est violent. Mais c'était déjà là, tout ça. Donc faut se rappeler de ça. Et puis je voulais revenir sur la musique. Je ne vais pas faire le débat sur la musique, mais pour un petit exemple, moi je suis de 77. Je venais ici en vacances quand j'étais jeune. C'était Sislak, Appleton, c'était Boboman. Oui, il y avait certains, voilà, c'était l'époque du crack aussi. Il y avait dans la partie crack, on va dire, de la Martinique, dans les dealers, et c'était violent. Mais le reste, c'était plutôt... Le truc était à être peace, ouais, mon frère et tout ça. Alors que, avec les changements musicaux, progressivement, ça a été, même ceux qui ne sont dans rien, business ou pas business, c'est hustling. Même tu fais rien, tu vas à l'école, tu es un gentil petit garçon, mais tu vas parler de hustling. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi les modes qui viennent comme ça. Donc, et ça va changer encore parce que, comme l'a dit Audrey tout à l'heure, effectivement, la musique a l'influence. Après, c'est vrai qu'il y a des cas extrêmes, tu vois. Peut-être là où je te rejoins, c'est que la plupart, même des jeunes, ont assez de recul pour entendre, oui, c'est de la musique, ça reste un truc. Mais certains d'entre eux, malheureusement, rentrent dans un truc un peu trop profond. On a eu le cas, la petite Louise qui est décédée. J'ai lu un article où on disait que le gars, voilà, c'est un petit gars qui habite dans une petite maison, une petite zone tranquille, mais il se matrixait tout seul avec de la trappe et de la drill, et voilà, avec des trucs hyper violents, où il se sentait, ouais, je vais devenir un mec de cité, quoi. C'était ma petite aparté, excusez-moi. Vous voulez rajouter quelque chose? C'est bon? On va passer à la troisième question. Quel rôle jouent les structures éducatives et les centres de loisirs dans la prévention de la violence? Moi, je vais juste poser une question. Est-ce que alors, je sais pas, je pose la question comme ça, hein. Est-ce que c'est... Oui, c'est une question. Est-ce que c'est leur rôle? Est-ce que c'est vraiment leur rôle? Je ne sais pas si c'est leur rôle, voilà, un rôle qu'ils devraient avoir, mais en même temps, pour moi, toute la société devrait avoir ce rôle éducatif concernant l'entente sociale. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi la question? C'est est-ce qu'ils jouent leur rôle? Alors, je pense que c'est s'ils ont les moyens en concernant les structures éducatives et les centres de loisirs. Hein. Je pense que c'est une question peut-être de moyens et puis peut-être de propositions aussi. Peut-être que s'ils n'ont pas des propositions ou ils n'ont pas cet objectif-là dans leur projet, ils ne vont pas vers ça, ils iront plutôt vers des choses qui... Et encore, parce que les choses qui font aussi plaisir aux enfants, qui leur font voir autre chose, ça participe quelque part à avoir une autre vision du monde. Donc, ouais, ce serait plutôt oui pour moi. Oui. Oui.
Ensuite. Ben, les structures éducatives le font, hein, puisqu'on va le retrouver souvent, qu'il y a une prévention qui est faite contre la violence, mais elles ne peuvent pas le faire seules. Donc effectivement, on a tendance à beaucoup remettre ça sur l'éducation et faire en sorte que ce soit les structures comme l'école ou les centres de loisirs qui fassent ce travail-là, mais elles ne peuvent pas le faire seules, même si elles le font dans l'école. Ben, en fait, derrière, il y a un contexte qui veut que quand il va rentrer chez lui, ben, il va rester quand même 6 heures de temps, en tout cas... où il sera livré à lui-même. Donc, elles auront beau faire ce qu'elles peuvent à ce niveau-là, et qu'en plus, comme l'a dit Audrey, elles ont de moins en moins de moyens. Donc, on ne peut pas en fait attendre d'elles qu'elles fassent des miracles. Elles vont faire le travail, elles font ce qu'elles peuvent, mais il faut bien voir que c'est un maillage et que c'est tout le monde qui doit jouer sa part. Pas seulement les structures éducatives qui font déjà un gros travail depuis des années sur la prévention contre la violence. Mais il y a un contexte où ils ne peuvent pas évoluer dans toutes les sphères qui vont toucher justement les jeunes populations. Donc pour toi, il faudra davantage de moyens et davantage également d'organismes. Je pense, alors au-delà des moyens, c'est de priorité. À un moment donné, est-ce que la priorité de ces structures-là, c'est de lutter contre la violence? Non. Je ne pense pas. Leur priorité, c'est de transmettre des valeurs éducatives. Voilà, que ce soit par l'apprentissage, par le jeu, etc. Ce n'est pas leur rôle premier. Donc, c'est tout un ensemble d'acteurs qui doivent intervenir pour lutter contre la violence, mais pas seulement les structures éducatives. De base, ce n'est pas leur boulot. Donc on leur demande justement de faire quelque chose qui, des fois, en fait, sort de leurs compétences, parce que un centre de loisirs, qui fréquente un centre de loisirs, par exemple? Certains centres de loisirs ne sont pas fréquentés par les populations qui sont problématiques. Quand on va vouloir agir là-dessus dans le cadre de ces structures-là, on va faire des réunions extrascolaires. Combien de parents sont là? Et le plus souvent, ce sont les parents des enfants les moins problématiques qui sont là. Donc, ils ne peuvent pas faire des miracles. Ok. Hugo? Moi, c'est la question qui me plaît pas. Bon, c'est la prévention de la violence. Moi, j'aurais plutôt parlé de la gestion de la violence. Parce que prévention de la violence. Alors, prévention de la violence subie, causée, déjà. Tu vois, parce qu'il y a celui qui est violent et celui qui subit la violence. Tandis que lorsqu'on parle de gestion de la violence, c'est plus global. Et puis aussi, ça remet aussi l'idée que la violence, elle est intrinsèque à chacun de nous. Qui d'entre nous n'a pas la violence? La première violence, c'est notre naissance déjà. Quand nos poumons ils se remplissent d'air, là, c'est une sacrée violence. La femme qui accouche, c'est de la violence, tout ça. Donc c'est plutôt comment est-ce qu'on gère la violence et qu'est-ce qu'on en fait de cette violence. C'est plus ça le problème. Parce que lorsqu'on va rester sur il est violent, mais qui n'est pas violent? On va faire quoi? On va mettre en place des actes, une action pour arrêter la violence? Non, c'est l'être humain, c'est la nature humaine, il y a ça dedans. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on le gère? Et je pense que ça, c'est plus important. Et oui, là, je pense que, justement, les structures, c'est aussi leur rôle. C'est aussi le rôle des structures que justement d'accompagner, parce qu'on n'a pas tous ce bagage-là, déjà. Il y a des professionnels qui sont formés à ça. Et que ce soit, on va dire, au centre de loisirs, ou dans un foyer, ou à l'école ou quoi, on a reçu des formations, on en discute, et on a réfléchi à ces sujets-là. Donc, alors, le problème, ça peut être tant, est-ce qu'on prévient la violence? Oui, on va peut-être faire des actes pour pas qu'il y ait de violence. Un truc tout bête, jeu de main, jeu de vilain. Quand deux gamins jouent à des trucs, on dit attention, tu sais, ça peut déraper. Donc là, oui, mais le truc, c'est celui qui va être tout le temps en train d'embêter l'autre. Et comment est-ce que je vais faire pour qu'il arrête d'embêter l'autre? Ou qu'est-ce que je vais lui trouver comme alternative pour que son énergie ou son trop-plein ou la frustration, quelque chose qu'il subit à l'extérieur de la structure dans laquelle on est, ait des conséquences sur sa vie en groupe? Peut-être, oui, je vais le mettre à faire de la boxe, ou peut-être que je vais parler à sa mère. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, ça c'est une petite aparté, comme il y a des gens qui nous écoutent, c'est le crump, une danse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les reportages sur le crump. Oui. Ça, c'est à Los Angeles avec Tommy le clown, et moi, je trouve que c'est fantastique. J'aurais aimé voir ça en Martinique. Vraiment danser et exprimer sa violence, parce que là, c'est violent. Dans le mouvement, il est violent, tout est violent, mais on sait qu'on vient le faire, on vient s'en libérer. Et en plus, c'est artistique. Je trouve ça tellement beau. Donc, David Lachapelle, je crois. Rise, un reportage, vous le trouverez sur YouTube, Rise. Et donc, moi, je trouve qu'il parle énormément de violence, ce reportage-là. Et pourtant, c'est de la danse qu'on voit. Et là, je vois de la gestion de la violence. Voilà, c'était un peu mon... Par rapport à ce que tu as dit, ça m'a fait penser à quelque chose, parce que quand tu parles de gestion de la violence, moi, j'aurais dit que la violence est une résultante d'une émotion négative, non, exprimée. Ça pourrait être de la colère. Et du coup, je ne sais pas si c'est la violence qu'il faut gérer, mais plutôt l'émotion de la personne. Donc, effectivement, quelqu'un de violent, il faudrait peut-être travailler avec elle sur
quelle émotion en fait elle a quand elle fait telle chose ou quand enfin voilà. Mais ça c'est un autre peut-être travail. Mais deux courants ça différents, reste. presque, mais en même temps ça reste en fait dans la violence parce qu'une fois qu'on traite pas qu'on traite, mais qu'on travaille en tout cas sur ce qui amène la violence. Parce que la violence, je ne suis pas trop d'accord en disant que ça vient de... comment tu as dit ça? C'est intrinsèque. Oui, voilà. Moi, c'est pas Hobbes, et toi, tu vas être Rousseau. Non, mais je comprends. C'est la société qui pervertit. Non, même pas, parce que je comprends ce que tu dis. Je comprends tout à fait ce que tu dis, qu'on est dans la violence, etc. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Maintenant, effectivement, je parle aussi du fait que les émotions... Donc, les émotions qu'on ne sait pas, que les petits enfants ne savent pas gérer, ou même nous en fait, peuvent conduire en fait à des actes violents. Oui. Ou bien aussi le fait qu'on n'ait pas appris à faire autrement que je sais pas, que taper quand on aime quelqu'un, eh bien ça crée de la violence. Donc c'est c'est-à-dire que je pense que c'est dans la façon dont tu l'as dit quand tu as parlé de gestion de la violence. Je pense que moi, je dirais plus... émotions qui pas amènent forcément à la violence, les émotions, mais gestion de... Ça peut être l'habitude, comme j'ai dit. Donc, gestion de ce qui crée la violence, en fait. J'aurais mis, en fait, une étape entre la personne et la violence. Voilà. Après... j'ai mis... Après, on n'est pas des spécialistes. Voilà, c'est ça. On n'est pas des spécialistes. J'ai envie de donner la définition de la violence. La violence désigne l'usage de la force physique, psychologique ou verbale dans le but de contraindre, dominer, blesser ou détruire et peut s'exercer contre une personne, un groupe ou même contre soi-même. Violence physique, violence verbale, violence psychologique, violence sociale institutionnelle et violence économique. Elle peut être individuelle ou collective et se manifeste dans divers contextes familiales, scolaires, professionnels ou politiques. Je sais pas, dans le but de détruire, je peux être violente sans avoir l'idée de détruire. J'ai été violente, mais je me suis rendu compte que j'ai été violente, mais j'avais pas pris, mon intention n'était pas de te détruire, en fait. C'était d'exprimer ce que j'avais à te dire, tu vois. Mais effectivement, j'ai été violente. Tu vois ce que je te dis? Donc, le début de la définition... Ok, c'est la définition. C'est la définition. On peut pas revenir dessus. On continue. Les réseaux sociaux. Voilà, ouais. Les réseaux sociaux et certains contenus médiatiques ont-ils un effet sur la montée de la violence chez les jeunes? Tout à l'heure, tu parlais de l'influence de la musique. Et au niveau des réseaux sociaux? Moi, je suis sur la même ligne. C'est quelque chose qui l'extrapole. Quand, en 2008, justement, je ciblais le fait qu'on est passé à un nombre d'homicides qui était exponentiel, qui a commencé à augmenter, il n'y avait pas encore le même impact des réseaux sociaux qu'aujourd'hui. Pourtant, en fait, 20 ans plus tard, on est toujours sur des chiffres qui sont similaires, un niveau de violence qui est similaire. Donc, c'est quelque chose qui va juste l'exacerber et qui va le montrer justement au grand jour. Et là où je vois un impact particulier, c'est quand je vois certains jeunes qui ne viennent pas de milieu de loulou, de caïd ou quoi que ce soit, et qui, par influence justement des réseaux sociaux, jouent ce rôle-là, veulent être dans cette position-là, voilà, parce qu'ils considèrent, enfin c'est valorisant. Et les autres, effectivement, vont valoriser le fait qu'ils soient ainsi. Quand on fait des interventions au collège ou au lycée, et qu'on dit par exemple qu'est-ce qu'un homme, c'est quelque chose qui revient. C'est quelqu'un de viril, c'est un loulou, c'est quelqu'un qui joue les caïds. Et donc ça veut dire que effectivement c'est quelque chose qui est valorisé dans cette jeunesse-là justement, et par le fait que par les réseaux sociaux, les modèles qu'ils peuvent avoir. Mais nos politiques, tout simplement, excuse-moi. Oui, mais c'est-à-dire que quand nos politiques, nos dirigeants. Quand on va chercher leur référence, ce sera pas forcément des politiques qui non, mais la violence, pour te dire. Oui, ce même modèle-là qui est érigé à l'heure actuelle dans la société. Il y a une violence institutionnelle. Et là où les réseaux sociaux vont jouer, c'est, à mon avis en tout cas, selon ce que j'observe, c'est sur ces référents-là, et qui fait qu'il y a certains qui vont rentrer dans ce modèle-là qui n'est pas le leur, et qui fait qu'en fait ils vont effectivement être matrixés par tout ce qui va leur venir et devenir de facto violents. Et comme l'a dit Audrey, il y a aussi le fait que la gestion des émotions et la frustration qui peut venir en tout cas, la façon dont elle va s'exercer, les modèles qu'on va voir justement à travers les réseaux sociaux, on va les reproduire dans la réalité de plus en plus. Mais quand au début de la phrase, tu dis que par rapport qu'il n'y a pas vraiment d'influence, donc il y a quand même l'influence. Oui, mais en fait, moi, c'est juste le discours qui dit que c'est à cause des réseaux sociaux. C'est à cause de ça, d'accord, ok. C'est pas à cause, c'est quelque chose, c'est
C'est un facteur. C'est un facteur, C'est un mais, amplificateur, voilà, ça mais pour moi, c'est un amplifie, amplifie. Mais le plus grand amplificateur aussi, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a le fait que, regarde, prenez un journal, prenez les journaux, moi c'est bon, prenez un journal, c'est bon, j'ai eu peur, vraiment, ouais. Ça aurait été violent, celle-là. Bref, non, tu prends les journaux, et lorsqu'ils veulent faire de la publicité, qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant pour, la première page, un fait violent, quelque chose de... C'est ça qui est promu dans la société. C'est ce qui est promu, tu vois. C'est pas la bonne action, tu vois. La bonne action, c'est rarement, elle va passer en deuxième ou troisième petit encart. La chose qui a été bien faite. Noël. Et c'est ça. Et c'est ça. Tu vois, regarde, là, on a le président états-unien. Ben oui, on voit avec toute sa violence avec Elon Musk et tout ça. Et le discours qui est tenu, c'est ce qui est mis en avant. C'est ce qui est mis en avant dans les médias. Donc, tu vas demander aux jeunes après, ben non, en fait, il faut être gentil. Vous dites, mais écoute, il va dire, écoute, il faut être gentil. Regarde le mec qui dirige le monde, là, il a l'air gentil, là. Regarde nos politiques, martiniquais, excusez-moi, mais on a entendu des choses ces quelques dernières années. Regarde le journal télévisé. Regarde par exemple. Viens, on va se battre, presque, voilà, je le dis en français, mais c'était presque ça en créole, quoi, tu vois. Disais, regarde le journal télévisé, tout simplement. On a eu des trucs, c'est violent, donc, et c'est eux qui dominent, donc, où tu as vu le gentil qui passe en premier. Tu veux dire qu'à travers... les médias, l'influence, la musique, les réseaux sociaux, tout ça promeut la violence. On est dans une société où on a l'impression que c'est un choix. Bref. Non, je rejoins ce qui a été dit. Juste pour exemple, quand on regarde justement les réseaux et donc les médias écrits qui vont sur les réseaux, quand on voit qu'il n'y a pas de faits violents en Martinique, on va en chercher en Guadeloupe. C'est-à-dire que le média martiniquais ne va pas chercher autre chose à expliquer sur sa page. Il va chercher un fait violent qui s'est passé ailleurs à mettre en fait sur la page. Et ça, tout à l'heure, je regardais ça, je me dis mais c'est pas possible. Et je suis sûr que ce sont les articles les plus lus. Je suis sûr que s'il y a une mesure combien de personnes ont lu, je suis sûr que les articles où il y a écrit viol, meurtre ou assassinat, sang, c'est ce qui est le plus lu. Mais je vais pas jeter la pierre sur personne parce que je l'ai lu aussi. Mais c'est vrai que c'est ce qui est... Peut-être, mais j'ai remarqué que quand il n'y a pas ici, on va chercher ailleurs et on fait connaître quand même cette information-là. Donc après, je suis plutôt d'accord en disant que c'est plus une caisse de résonance que ça soit ça qui soit le point de départ. Enfin, à vous entendre, j'ai l'impression que les jeunes sont des dommages collatéraux de tout ça. Bien sûr. Mais oui. C'est pas eux qui ont... Ils héritent d'une société, c'est pas eux qui l'ont créé. Ils arrivent dans une société violente. Voilà, donc, on leur propose sur un plateau. Et c'est pour ça qu'il faut faire... Ils le cultivent également. Ils cultivent tout ça. Mais ils ont appris à le faire par... tous les membres de la société, en fait. Mais est-ce que ils le cultivent, mais pas forcément consciemment? Pas la jeunesse, la société cultive ça pour pouvoir... mais c'est ça qui est problématique, c'est que quand on veut se responsabiliser, ce qu'on va faire, c'est que c'est très facile en fait de dire que c'est les jeunes. Les jeunes, c'est eux qui font ça, regarde, mais c'est eux qui se tuent entre eux, etc. Oui, ok, ça c'est un fait. Ça n'empêche que les jeunes ne sont pas nés ex nihilo. Ils ont tous des parents, ils ont tous un contexte dans lequel ils sont apparus. Et c'est ce contexte qui fait qu'on en arrive à cette situation-là. Et en fait, le fait de dire les jeunes et de les pointer du doigt, ça fait qu'on se dédouane. Et comme je le dis souvent, il n'y a qu'à regarder comment on conduit. Il n'y a qu'à regarder ça pour voir qu'en fait, on est violent. Et puis dans le contexte actuel, Ulrich, pour aller avec toi, oui, quand on parle de la violence des jeunes, ça évite de parler de la violence du caddie aussi. Et puis on attaque des gens parce qu'ils ont dit le mot attaquer. Voilà, on se retrouve à attaquer des gens parce qu'ils ont dit le mot attaquer, alors qu'on est dans une société qui a été faite sur la violence, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est facile de détourner, avec l'appui des médias, détourner. C'est ce que fait, c'est ce qui se passe en France. Donc là, ces temps-ci, c'est les délinquants et puis les OQTF. C'est ça tout le problème que la France elle a. C'est pas le budget, c'est pas l'autre il a dépensé combien de millions en plus à l'Élysée. Tout ça, c'est pas des problèmes. On déplace le problème. Donc on déplace, avec le champ médiatique, on le déplace sur autre chose. Et on fait la même chose à l'échelle martiniquaise. Quand on va nous parler de violence tout le temps comme ça, oui, comme ça on parle pas d'autres choses en attendant. Et puis on se permet de faire du grand n'importe quoi. Et puis ça passe crème puisque ça nous permet d'alimenter des conversations. Tu vois, quand je t'écoute là, ça me rappelle... je reviens encore en Hexagone.
quand le RN, FN, etc., il parlait que de l'immigration. Ah non, oui, c'est... Voilà, c'est-à-dire que parler d'autres choses, eh ben, ça masque les choses qui devraient être faites, et puis genre, tu trouves un alibi à pouvoir alimenter pour pouvoir ne pas faire certaines choses. Et puis il y a des choses que tu devrais faire, excuse-moi, il y a des choses que tu devrais faire, et à savoir que comme tu ne le fais pas, tu ne réalises pas ce que tu as réalisé, donc tu cherches des prétextes pour pouvoir, comme on parlait aussi, faire du buzz, sondage, etc. Et puis le mot violence, c'est le mot. C'est presque, comment, c'est quoi le point Goldwyn, c'est ça le truc là. C'est presque le point. Voilà, quand tu sais plus quoi dire, bah, tu dis violence, comme ça, voilà, tu peux la mettre de tous les côtés, puis tu la déplaces où tu veux. Voilà. Quand t'arrêtes de parler de la violence du résultat des élections, pour les gens qui ont voté pour un truc, ils voient il y a autre chose à la fin, ça c'est violent, mon frère, tu vois ce que je veux dire? Mais non, bah, maintenant tu vas me parler de la violence d'un petit gars qui a lancé 3 pierres sur 4 voitures d'une cité. Et lui, il est très très violent. Par contre, ce que vous avez fait là à l'Assemblée, là, c'est pas violent du tout, ça. Ça, c'est la démocratie. Bref. Ouais. Vous voulez rajouter Audrey, oui, je sens que tu veux rajouter quelque chose. Oui, vite fait. Non. Comme on parle des jeunes, en fait, c'est on dit qu'ils sont arrivés enfin, on les met dans quelque chose qui les nourrit. Hein. C'est pas d'eux-mêmes. Ils pourraient le faire d'eux-mêmes, en fait, sortir de ce contexte-là, mais ce sera très très compliqué pour eux. Donc, je pense que par rapport à cette violence que les jeunes, je vais pas te dire subissent, mais c'est un petit peu ça. C'est aussi à nous, en fait, de leur permettre d'arriver dans des conditions meilleures, quoi. Alors, je ne sais pas exactement comment faire pour amplifier ce qui est déjà fait, mais c'est vrai que quand on parle de violence des jeunes, je pense plus que c'est la violence dans laquelle les jeunes arrivent. Ce n'est pas, en fait... Voilà, ils auraient pu arriver violents et puis ils arrivent dans un contexte dans lequel ils sont bien, il n'y a pas justement toute cette agitation. Et puis, à force, ils voient comment évoluer autrement. Donc, pour ma part, c'est à nous, en fait, et aux anciens, de donner l'exemple. Dans tous les contextes, la famille, l'école, le quartier, ça, je constate, même dans nos propres... Tout à fait. Moi, quand tu parlais, je vois un exemple. Moi, je n'aime pas parler de mon travail parce que c'est très professionnel, mais c'est vrai, je vois un jeune auquel je pense qui est arrivé très fermé. C'est un enfant qui a eu beaucoup de placements. Et puis je vois là, il sent une bienveillance de notre part. Et là, je vois un gamin qui sourit. C'est ma nuit d'hier, tu vois, et qui rigole avec tout le monde. Et il y a un mois, c'était pas ça. Ouais. C'est juste qu'il est formaté par la violence. Ça. Quand il était dans certaines institutions, certaines choses qui sont arrivées, ça l'a mis violent. Et enfin, pouvoir évoluer dans quelque chose qui n'est pas violent, où il n'a pas besoin d'exercer la violence pour exister, bon, je vois quelqu'un d'autre. Et je vois quelqu'un de très agréable. Voilà. Et c'est donc ça. Ah, ça, c'est à l'échelle de mon travail. Oui, mais si on est arrivé à l'échelle de la société. Mais en même temps, c'est à l'échelle d'une personne. Ça montre quand même que c'est possible. C'est possible. C'est tout. Voilà, mais c'est pour ça que je te dis, je vais faire à l'échelle de mon travail, donc ça serait peut-être possible. Oui. C'est aussi notre rapport à nous, adultes, avec les jeunes qu'on va croiser dans les rues aussi. Ça. Même sur une attitude qui peut nous sembler agressive, parfois, il faut savoir désamorcer ça. Donc, c'est là aussi qu'il y a notre formation de la vie en tant qu'adulte. Et puis, pour certains qui sont des professionnels de la jeunesse, il y a nos formations qu'on a pu suivre et ce qu'on a pu lire. Et puis, pour tout un chacun aussi, lire, tout simplement, lire et comprendre. Il faut dire aussi que ce qui est dommage au niveau de l'éducation nationale, c'est qu'il me semble qu'ils ont enlevé l'éducation civique. C'est pas forcément dommage. Oui, mais je sais pourquoi je dis ça. Non, je sais pourquoi c'est dommage. Parce que dire bonjour, merci, traverser devant la route, on regarde autour de soi. Je regarde beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément certains réflexes. Et à savoir que vivre en communauté, donner certaines règles de vie, ça donne aussi certaines choses pour la suite aussi. Hein. Mais éducation civique, c'était pas ça. C'était faire en sorte. Je pense que ces mêmes jeunes-là, leur maman ne doivent pas beaucoup dire bonjour, leur papa non plus, tu vois. Parce que quand je dis ça, parce que quand je regarde un petit peu au niveau des générations, peut-être qui n'ont pas connu ça, et je regarde certaines générations qui ont connu ça, peut-être des gens aussi de mon âge qui ont connu, comme tu parlais aussi, un peu des valeurs de musique ou bien autre chose, ou bien aussi même dans d'autres contextes, il y avait un peu plus de respect. C'est dans ce côté respectueux-là des choses. Peut-être aussi sans éducation civique, peut-être que le respect serait identique aussi. Hein. Oui, mais à ce moment-là, même s'il y avait plus de politesse, je ne vais pas dire respect, plus de politesse à ce moment-là, qui était dû au fait qu'effectivement nos familles étaient assez rigides sur le fait qu'il faut que tu sois poli.
est-ce que ça a empêché que les jeunes qui sont venus après soient violents? Il faut faire la distinction entre la politesse et la violence. Tu peux être très poli. Quand tu vas dans un quartier, les gars sont polis. Hein. Tu passes à Volga, tu dis bonjour, tout le monde te répond. Aussi. Donc les gars sont polis. Eux-mêmes, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se saluent. Tout à fait. On ne peut pas leur reprocher d'être mal poli. Oui, c'était... Ouais. Ce qui est problématique, c'est derrière, qu'est-ce qui est fait quand, comme on l'a dit, quand il y a une gestion des frustrations. C'est la violence qui va émerger tout d'abord. Donc, pour moi, ce n'est pas une question du fait qu'il y ait de l'éducation civique ou pas. Ces générations-là, même s'ils étaient plus polis, les jeunes sont nés d'eux et il y a de la violence quand même. Donc, ça veut bien dire que pas c'est forcément politesse, je parlais de plus de respect. Oui, d'accord. Côté respectueux des choses. Mais on peut être, comme je l'ai dit, hein, ils sont super respectueux. C'est vraiment une histoire de comment ils gèrent leur colère et on va le voir justement à travers la question suivante parce que pour moi, c'est lié. Et la question suivante, elle était quel est l'impact des difficultés économiques et du manque de perspective sur les comportements violents chez les jeunes? Et donc là, je vais reprendre justement sur les quartiers populaires. Donc, ce sont des populations vulnérables qui sont dans ces lieux-là. Donc ça veut dire que, je vais reprendre par rapport aux prises de l'intersectionnalité, ce sont des personnes qui cumulent le contraire de privilège, qui cumulent on va dire des défauts, des handicaps plutôt, voilà, des handicaps sociaux. Et en fait, du coup, ils cumulent tout ça et ils sont bas dans l'échelle de la société. Et la société, d'ailleurs, elle-même, économiquement, en a besoin. Elle a besoin, effectivement, d'avoir ce terreau de personnes qui sont chômeurs, qui vont plus être violentes, qui, comme on a dit, au niveau de la violence, on peut l'utiliser pour divertir la population. Pour faire peur aux pour faire peur. Attention, c'est ça qui exactement. Et le chômeur, exactement, parce que, du coup, ok, tu veux pas faire la tâche, quelqu'un va te remplacer. Donc, ça sert le système. Économiquement parlant, ça le sert. Et donc, quelqu'un qui cumule les handicaps sociaux, il aura beaucoup moins de chances d'être pacifique que quelqu'un qui n'en cumule pas. Effectivement, on ne va pas retrouver les mêmes cas de violence à Terreville ou bien à Casse-Pilote, au Tombeau des Caraïbes. Enfin, pas Tombeau des Caraïbes, j'ai oublié comment ça s'appelle ce quartier. Enfin, les quartiers riches, en tout cas, on va moins se retrouver ça. Pourquoi? DJ, exactement. On va moins se le retrouver. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce sont des personnes qui cumulent, eux, des privilèges. Donc, ça va être différent. Quelqu'un qui va être violent, c'est souvent quelqu'un qui va accumuler des choses et qui va avoir effectivement ce sentiment d'injustice envers un système en fait qui le stigmatise tout le temps. Et même nous dans notre langage, quand on parle des jeunes ou quand on parle des diloulous, c'est tout le temps en fait dévalorisant. Par contre, quand on a besoin d'eux pour qu'ils soient violents envers le système, on va les solliciter. Mais en fait, tout le reste du temps, vous voyez bien en fait que notre langage par rapport à eux, il est super négatif. Donc, est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un sur lequel on marque tout le temps, en fait, on le marque sur le fait qu'il ne va pas réussir, qu'il est violent, qu'il est vulgaire, qu'il fait de la mauvaise musique, etc. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va lui permettre d'être pacifique? Non. Il faut voir aussi, en fait, notre comportement par rapport à cela et par rapport au fait qu'il cumule des handicaps sociaux et qu'il faut les prendre en compte. Quand tu dis ça, ça me rappelle quand il y a des élections. Et c'est là que genre, les candidats qui veulent se présenter, ils vont voir certains jeunes, limite, ils ont fait une apparition, tu vois. Et donc voilà, comme si que genre, pendant toute l'année, pendant 5 ans, tu ne les vois pas, et là, comme par hasard, là, ils existent. Et les populations en question ne sont pas dupes. Plus souvent, ils sont mal accueillis. Voire même, ils ne prennent même pas leur hauteur. Donc, ça va, ils sont violents. Voilà. Donc, au fur et à mesure, c'est moi, ça. Dans la question, il y a quelque chose qui me... Bon, si jamais j'aurais mieux lu, qui me tue le pied. L'impact des difficultés économiques et du manque de perspective. C'est vraiment l'histoire. Parce que difficultés économiques, j'ai eu, d'où je sors là, pour arriver là, j'ai eu difficultés économiques. Voilà. Mais il y avait des perspectives peut-être. Et là, je vois que ça se restreint, le champ des perspectives se restreint. Et plus se restreint le champ des perspectives, plus tu vois la violence, j'ai l'impression que c'est là qu'elle devient plus sanguine, plus, tu vois, où la violence, elle est exacerbée. Parce qu'effectivement, moi, les années 90, tout ça, et voilà... C'est dès qu'il y avait le choix. Tu voyais que c'était encore possible, tu vois qu'il y avait encore des petites opportunités, il n'y avait pas encore un si grand fossé on ne parlait pas encore des ultra milliardaires, par exemple, tu vois, ça n'existait pas encore ces trucs-là, donc tu vois qu'il y avait encore des choses possibles, il y avait encore des possibilités, quelque chose qui ressemblait à un possible partage des richesses et d'égalité et d'évolution sociale, mais là c'est restreint, là c'est de plus en plus restreint, et effectivement, moi je te rejoins. T'as pas de perspective, tu vois le monde il est bouché devant toi, on te stigmatise, t'es stigmatisé comme un fou, mais il y a de quoi péter un plomb. Il y a de quoi péter un plomb. Donc la frustration, cette frustration-là, rien. La frustration émotionnelle, comme vous disiez. C'est la goutte d'eau, hein. Parfois ça va être la goutte d'eau. Alors, t'habites dans un cas déjà où t'habites, c'est pas joli.
Comme c'est pas joli, eh ben déjà on te rappelle pas pour du boulot, ton adresse ne plaît pas. En plus, t'as pas forcément la bonne couleur, le teint de peau le teint de peau qui plaît à l'employeur. Donc tu peux pas avoir une copine. Donc comme t'as pas de voiture, tu peux pas avoir une copine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu vois, t'as 35 ans. Attends, mais même t'as rien fait, hein, t'es même pas un délinquant. Il y a de quoi péter un plomb au bout d'un moment, tu vois. Donc tout se restreint sur toi, et c'est normal qu'après, ça fait des émeutes, ça fait le film Do the Right Thing, par exemple, tu vois. C'est pour Spike Lee, ça c'est très bien raconté, cette frustration-là dans Do the Right Thing, par exemple, pour ceux qui veulent le voir, Spike Lee. Je vais venir faire des chroniques cinéma. Audrey? Non, je pense que tout a été dit. Ah oui, ça passe. Et nous allons passer... Comment la médiation et l'accompagnement éducatif peuvent-ils désamorcer des situations de violence? Et là, on va en parler peut-être par rapport à vos avis, hein, parce qu'au niveau de vos cursus professionnels et tout, vous pouvez rajouter. Alors, j'ai du mal avec le côté médiation, parce qu'on nous la vend à toutes les sauces. Et voilà, donc du coup, si c'est juste pour mettre des médiateurs dans des villes, c'est pas ça qui va faire que la violence va diminuer. Par contre, instituer effectivement ce qu'on appelle la médiation par les pairs et faire en sorte que les pairs réussissent à résoudre eux-mêmes les conflits qui peuvent émerger dans leur communauté, je pense que c'est quelque chose qui serait important effectivement d'institutionnaliser. Mais encore une fois, je reviens à ce que disait Audrey tout à l'heure, c'est une question de moyens. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui ont la capacité d'intervenir et de faire ces médiations-là sur les pairs, de former du coup les adultes des établissements, des structures éducatives en tout cas, à faire ce travail-là. Mais qu'est-ce qui va en fait revenir à l'association? On n'a pas les moyens. Et on a vu effectivement qu'il y a des fonds, par exemple dans le Pass Culture, là, qui ont été bloqués. Donc ça veut dire que des associations qui vont intervenir dans le cadre culturel et sportif pour faire ces médiations par les pairs, n'auront pas les moyens en fait de pouvoir l'initier, en tout cas dans les structures éducatives. Donc c'est quelque chose qui peut aider, mais ça ne va pas résoudre les causes structurelles de la violence qu'on a évoquées, et que c'est ça sur lequel il faut travailler. Et il faut s'appuyer effectivement sur la médiation par les pairs pour pouvoir pacifier en tout cas les relations entre êtres humains en Martinique. Alors moi, je vais te répondre, Ulrich. Tout simplement parce que j'ai suivi une formation de médiateur professionnel il n'y a pas si longtemps, et que du coup, je veux juste apporter l'information qu'il y a des différences en fait entre les médiations. Et qu'effectivement, la médiation comme le coaching, ce sont des termes qui ont été en fait très utilisés. Et alors qu'il y a des métiers et des vrais métiers avec des certifications. Tu dis quoi, c'est pas un vrai métier? Non, j'ai pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a des en fait des certifications, il y a des processus qui ont été en fait étudiés pour pouvoir travailler dessus. Je ne dis pas que celui qui n'a pas été certifié n'est pas un bon coach. Par contre, par exemple, dans le cas de la médiation, je ne dis pas non plus que... Voilà. Mais il y a d'autres possibilités de médiation que ce qu'on peut connaître en fait partout, qui permettent la résolution. Alors, ce sera l'accompagnement à l'entente sociale et à l'entente, et qui promeut en fait l'entente entre les personnes en fait. Et du coup, je crois moi que la médiation dans ce cadre-là peut apporter du bien-être à la société, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau des adultes. Pour quelle raison? Parce qu'elle se base en fait sur l'ingénierie relationnelle. Donc en fait, c'est la relation, le lien qu'il y a entre les personnes qui a été tendu, rompu. Alors, qui a été rompu, mais qui a été étudié de façon à comprendre quel est le fonctionnement que nous avons, qui peut permettre en fait à un lien en fait de se rompre. Alors, quand on parle de médiation dans ce contexte-là, on ne parle pas forcément de se remettre, OK, on est d'accord, c'est pas ça. C'est remettre l'entente, quelle que soit la solution. C'est-à-dire qu'on peut très bien décider de ne plus se voir et ne plus se parler, mais en consensus, en fait, en étant OK avec ça. Et cette médiation-là, moi, je la valorise, et je pense que ça peut être un bon moyen. Donc, à l'enseigner, oui, mais aussi à pratiquer. Et voilà pourquoi je dis, je ne vais pas barrer tout type de médiation. Je dis que la médiation a quand même sa place, et a une grande place quand il s'agit d'entente sociale et de remise en état du lien social, parce que effectivement, nous sommes dans une société fracturée. Alors, moi,
Je vais trancher, je vais faire... non, mais non, je plaisante. En fait, moi, je crois que j'ai fait une formation comme ça il y a longtemps, un agent local de médiation sociale et urbaine. Alors, c'est pas la même formation, mais... Moi, c'était les débuts de la médiation. Je suis vieux. J'entends. Je dis, on était encore dans les 90, on veut dire. Mais je suis d'accord avec vous deux parce qu'effectivement, les médiateurs, c'est la médiation qu'il faut. Mais maintenant, pour faire la médiation, il y a des médiateurs. Il peut y avoir des personnes qui n'ont pas de titre de médiateur et qui peuvent très bien faire de la médiation. Mais il y a aussi des médiateurs qui, comme pour certains métiers que j'ai pu voir par le passé, où il y a une commande sociale. Donc des gens vont faire une formation, tu as dû peut-être en croiser aussi, ils vont faire une formation parce qu'on les a envoyés faire cette formation-là, mais ils ne sont pas l'envie et ils ne sont pas faits pour ça. C'est des métiers, je pense que les métiers avec l'humain, tu fais la même chose, il faut avoir envie de le faire et presque... que ce soit quelque chose, presque, voilà, ils n'aiment pas entendre ces mots-là, mais presque une vocation, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec tous les deux. Les médiateurs sont très importants. Donc un bon médiateur formé et qui a envie de le faire, c'est bingo. Maintenant, où je te rejoins aussi, c'est que c'est pas forcément... on voit la médiation, c'est forcément deux individus. Ça peut être un individu, une institution, ça peut être le bailleur social. Parfois un problème de voisinage, en croyant essayer de faire voisin A et voisin B parler, non, peut-être qu'en fait, il faut voir avec le gardien pourquoi il n'y a pas possibilité d'avoir le local A pour que l'enfant de lui puisse être là. Et comme ça va éviter les... Parfois, c'est des schémas assez complets et complexes. Et c'est pas forcément deux personnes. Donc, la médiation, moi, je suis totalement pour parce que il arrive des... Je rappelle, la médiation par rapport à nos jeunes. Par rapport à nos jeunes, par rapport à cette violence aussi. Oui. Mais oui, tu vois, oui. Voilà, de toute façon, maintenant, la médiation, elle inclut un tiers entre deux personnes. Quand on va parler de médiation, c'est bien ça. Un tiers entre deux personnes. Donc, si deux personnes n'arrivent pas à parler, qu'il y ait quelqu'un et qui soit qualifié pour et qui a envie de le faire, pourquoi pas. Moi, je suis tout à fait pour. Alors, Ulricha fait quand même la distinction. Il a parlé de médiation par les tiers. Je retiens effectivement que c'est quelque chose qui se fait, qui se pratique et qui a sûrement ses résultats. Maintenant, pour les jeunes, je ne sais pas si le tiers jeune, pour avoir vu en fait une vidéo ou des vidéos, puisque j'ai été sensibilisée à la chose, a assez de recul dans son dans sa vie pour pouvoir apporter en tout cas cette c'est au cas par cas, je pense. Alors, je ne sais pas, parce qu'en fait, le médiation par les tiers, j'émets juste des réserves peut-être par rapport... j'émets juste des réserves, voilà. Je vais juste m'arrêter là. Non, mais il ne faudrait pas que ce soit quelque chose d'obligatoire. Mais si c'est une possibilité... Non, tout ce qui apporte des résultats positifs est bienvenu, ça c'est sûr. Moi, dans mon métier d'éducateur, ça peut arriver qu'un gamin, je n'ai pas trop de souvenirs de ça, mais un gamin qui... vraiment c'est fermé, je vois qu'il y a un autre jeune avec qui j'arrive à discuter, j'arrive à faire passer quelque chose pour que... j'hésiterai pas, il faut utiliser ce qui est avec fonctionne. nous. Et puis les gens, on est tous les jours, je suis moi, mais je suis moi avec... je suis réveillé bien ou j'étais content ou pas, et l'autre en face, c'est pareil aussi. Donc il faut prendre tout ça, le tout, c'est de ne pas imposer, dans tout ça, il n'y a pas de méthode. Il y a des outils. Mais maintenant, il faut choisir le bon. Ce n'est pas une affaire de statistiques, c'est une affaire d'humain d'une certaine manière. C'est une histoire, il n'y a pas des chiffres, il n'y a pas une méthode, tu vas faire ça va marcher comme ça. Ça reste de l'humain. Donc, et on est tous en constante évolution. Donc. Eh bien, ouais. Bon, de toute façon, par rapport à ce genre de thématique, on ne peut pas. Il y a énormément de choses à dire, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu dire. Mais malheureusement, par rapport à l'heure, un petit mot de fin, un petit tour de table pour conclure l'émission. Du coup, comme je l'ai dit, c'est multifactoriel et qu'il faut se responsabiliser et ne pas penser que c'est l'autre qui est violent. Il faut aussi pouvoir observer notre niveau de violence et comment en fait on le fait subir à des personnes qui sont certainement moins armées que nous. Donc c'est le rapport dominant-dominé. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Effectivement, parler aussi de l'effet de l'économie parallèle. Mais bon, ça c'est le cadre qui pourrait se faire dans une autre émission, mais je pense que ça a aussi un fort impact sur la violence, parce effectivement. Que je prends le cas, que ce soit avocat, éducateur et plein d'autres travails, s'il n'y avait pas forcément toutes ces violences et tout ce qui en découlait derrière, il n'y aurait pas eu ce genre de travail aussi. Donc voilà, ça compte. Ce sera la plage. Audrey ? Moi, je dis qu'il faut travailler sur le lien entre nous et que chaque personne doit se remettre en question sur la façon dont il interagit avec la personne qui est à côté d'elle ou bien une institution ou peu importe, en tout cas notre
plutôt un autre être humain, hein, pour pouvoir améliorer le terreau sur lequel on fait naître nos jeunes. Voilà. Donc toi, tu es sur le côté... Non, on est tous Je sur suis le pas sur le côté côté humain. Voilà, on est tous sur le côté humain. Il s'agit de l'humain, en fait, et du lien. Enfin, il faut qu'on agisse, en fait, sur nos liens, nos rapports les uns par rapport aux autres, pour que on puisse avoir, le reste puisse avoir un peu moins d'impact sur nous, bien qu'on puisse savoir comment agir par rapport à l'impact. Excuse-moi, Audrey. C'est-à-dire que voir les jeunes, c'est-à-dire aller vers les jeunes pour parler avec eux. Mais non, toi, dans ta vie, la façon dont tu parles à quelqu'un, ou tu réponds à quelqu'un, ou tu agis, en fait, c'est le lien que tu as avec quelqu'un. Tu te fâches avec, je sais pas, avec Hugues. Hugues est frustré, il est énervé, il va peut-être agir sur quelqu'un d'autre. En fait, on est tous en lien. Donc, forcément, il faut déjà que nous-mêmes, on soit en capacité de savoir comment on interagit les uns avec les autres, déjà dans notre bulle et dans notre façon de vivre. Donc, améliorons nos comment dire, j'ai oublié. Non, c'est-à-dire que ce que j'entends oui, j'étais adivinée tellement. Ce que j'entends par là, ce que j'entends par rapport à ce que tu dis, oui. commençons déjà autour de nous, commençons déjà, voilà, par rapport à... Observons-nous. Parce que c'est facile de jeter la pierre, comme on disait tout à l'heure, aux jeunes, mais si nous-mêmes, on leur donne... alors, je ne dis pas qu'ils vont absorber tout ce qu'on leur donne, mais il faut, effectivement, comme Hugues l'a dit, quand on voit qu'un jeune sorti de son univers violent, il devient autre chose, on sait que c'est possible. Donc, si on pouvait nous-mêmes, je ne dis pas d'être des bisounours, mais juste améliorer les liens que nous avons entre nous. C'est-à-dire faire autrement que donner une claque quand on est énervé ou bousculer parce qu'on est fâché. Ou injurier. Enfin, on peut injurier un petit peu, mais pas au carnaval. Enfin, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Hein. Moi, le lien, en plus déjà, même un mauvais lien, c'est un lien. C'est un truc que je dis. Même un mauvais lien, c'est un lien. Et le problème de notre société, c'est que parfois, avec certaines populations, avec certaines hautes populations de notre société, n'ont plus de lien. Du style, la personne qui habite dans son immeuble, et parce que les jeunes, ils fument en bas, ils passent, ils disent même pas bonjour, ils ne le regardent même pas comme si c'était rien. Et eux qui vont faire pareil. Ça, il n'y a plus de lien. Il faudrait que le lien, même si c'est un lien de... Ça ressenti, tu vois. Mais c'est un lien. Ça, c'est un lien. Non, mais même quand il dit à son... C'est un lien. Oui, tant qu'il y a le... Tant qu'il est énervé, c'est un lien. Quelle que soit l'émotion qu'il a. Donc le lien, et puis surtout, je vais rappeler que on ne va pas envoyer tirer la pierre sur nos jeunes, parce que notre société, la base de notre société afro-caribéenne martiniquaise, c'est quelque chose d'extrêmement violent, c'est un crime contre l'humanité. Il faut s'en rappeler avant de chercher solution à gauche, à droite. Regardons c'est quoi déjà notre base. On va pouvoir monter tant qu'on veut, tant que la base elle est crochue, enfin quand elle est en base comme ça, la maison va jamais monter droite. Si la dalle elle est comme ça, oui la maison va monter droite. Et pour l'instant notre base elle est comme ça, et puis le travail que vous faites, et puis que d'autres font, et puis big up tous ceux qui militent et qui luttent, et ben c'est de remettre une base comme ça pour qu'on puisse monter une belle société bien comme il faut. Voilà. De toute façon, comme je constate à travers l'émission, je ne sais pas si vous avez pu le constater aussi, téléspectateurs, téléspectatrices, en termes de violence, il y a plusieurs visions, la perspective de la violence s'effectue sur plusieurs angles. On peut voir la violence, mais voilà, toi tu parlais peut-être plus par rapport au côté historique des choses, d'autres vont voir, on parlait de la musique et ainsi de suite. Donc chaque personne peut avoir sa perspective, mais constater que cette violence-là, elle est là. Elle est palpable. Donc voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir répondu. Merci pour l'invitation, merci Audrey, merci Ulrich, merci Jonathan. Merci. Audrey, merci à la prochaine, hein, au plus vite. Hein. Sinon, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette émission de ce soir. Bonne soirée à vous, à une prochaine. Bye bye.